bonjour. Nous allons parler aujourd'hui d'une affection qui a deux noms. On peut l'appeler soit Ehrlichiose bovine, soit Anaplasmose granulocytaire bovine. Cette dualité de nom est due au fait que l'ancien nom de la bactérie était Ehrlichia et le nouveau nom de la bactérie responsable de cette maladie, c'est Anaplasma. Alors, sans trop vous embêter avec la systématique, l'agent causal de l'Ehrlichiose bovine ou Anaplasmose granulocytaire bovine, c'est la bactérie Anaplasma phagocytophilum, qu'on appelait avant Ehrlichia phagocytophila et qui est issue du regroupement de plusieurs noms de bactéries, une bactérie agent pathogène des anaplasmoses du cheval, une autre agent de l'anaplasmose granulocytaire humaine. Ce qui est important de retenir, c'est que cette bactérie a un très large spectre d'hôtes, puisque pratiquement tous les vertébrés peuvent être infectés par cette bactérie, qu'il s'agisse d'animaux à sang froid comme les reptiles, qu'il s'agisse d'animaux à plumes comme les oiseaux, ou qu'il s'agisse des mammifères de nos campagnes, sans vous oublier bien sûr l'espèce humaine. Si on veut rester dans la systématique bactérienne, il s'agit d'une bactérie coloration Gram-, et son tropisme d'organes, ou son tropisme cellulaire plutôt, c'est l'infection des polynucléaires neutrophiles que l'on appelle des granulocytes. L'Ehrlichiose bovine ou les Ehrlichioses ou les anaplasmoses en général sont considérées comme des maladies infectieuses non contagieuses, puisqu'on le verra, la seule façon d'être infecté, c'est d'être mordu par une tique. Il s'agit de maladies émergentes parce qu'on en décrit de plus en plus de cas, et la réelle prise de conscience de cette maladie et de l'importance de la bactérie qui la cause remonte à peu près 20 ans, on va le voir un peu plus loin. Je vous fais grâce à la systématique bactérienne comme je l'ai dit. Ce qui est important de retenir, c'est ce qui est en rouge à l'écran, c'est-à-dire qu'il s'agit d'une bactérie vectorisée par une tique, la tique des bovins ou la tique la plus commune pour les gros animaux en Europe de l'Ouest, qu'on appelle de son nom latin Ixodes ricinus. Ce qui est important pour nous Français, c'est que la description, la première a eu lieu dans les Côtes d'Armor il y a à peu près 25 ans. Elle a été publiée en 1992 par un trio de vétérinaires costarmoriciens, donc Gérard Argenté, Éric Collin et Hervé Morvan. Le quatrième mousquetaire de la bande de Bretons, c'est le docteur Guy Joncourt, qui a été le plus grand vulgarisateur de cette affection dans les 20 années qui se sont écoulées. C'est une maladie que nos éleveurs et nos vétérinaires connaissaient dans les campagnes françaises, européennes, sous divers petits noms, dont vous avez quelques exemples. Le plus fréquent en langue française, c'est la fièvre des pâtures, c'est Belarjoa au Pays Basque, et dans les pays anglophones, c'est la fièvre apportée par les tiques ou tick-borne fever. Intéressant, c'est l'anaplasmose granulocytaire bovine, c'est l'infection des polynucléaires neutrophiles. Vous voyez sur cette image ce qu'on appelle une pseudomorula, c'est-à-dire une inclusion violacée dans des polynucléaires de bovins, d'ovins et de chevreuils respectivement. Donc une image caractéristique qu'on peut voir à l'étalement sanguin, on en reparlera pour le diagnostic, et cette image à elle seule permet de faire un diagnostic. Cependant, on le verra, le frottis, l'étalement sanguin sont positifs très peu de temps dans la vie d'un animal. Importance de la maladie, eh bien, elle est méconnue. Tout ce qu'on sait, c'est que c'est une maladie émergente. L'incidence chez les animaux est très mal connue. Si on s'amuse à faire des sondages sérologiques ou des sondages par recherche de bactéries, on a un pourcentage d'animaux très élevé, notamment chez les ruminants sauvages, type cerf, type chevreuil. Pour la maladie humaine, en Europe, on est relativement un parent pauvre, puisqu'il semble qu'il y ait une cinquantaine de cas maximum pour 100 000 habitants, avec une gravité très faible. A l'inverse, aux États-Unis, il y a beaucoup plus de cas sérieux, on va y revenir plus tard, et environ, pense-t-on, 2000 hospitalisations par an dues à cette bactérie. La France ne dispose pas de statistiques centralisées. De nombreux cas ont été publiés en Europe et seulement 6 cas en France depuis une douzaine d'années. Pour résumer, cette maladie, c'est une maladie qui impacte assez fortement l'élevage puisqu'elle est assez insidieuse, elle se produit l'été, on va le voir, la symptomatologie est très fruste. En santé publique, l'agent pathogène, même si, on va le voir aussi, il semble y avoir plusieurs souches, l'agent pathogène semble responsable d'une infection humaine. On l'a vu sur un autre continent que le nôtre, il y a souvent des hospitalisations. Pour le nôtre, ce n'est pas encore le cas, c'est plutôt un syndrome grippal, mais il faut aller chez le médecin, il faut se faire traiter par antibiothérapie. Et donc pour résumer, vous le voyez sur l'écran, en Europe, il y a peu de cas humains, alors qu'aux États-Unis, il y a énormément de cas humains. Et pour simplifier, ce qu'on ne sait pas encore et on ne connaît pas les déterminismes génétiques, cette bactérie est capable
de chaque côté de l'Atlantique, soit d'infecter plus et plus sévèrement les ruminants, ou plus et plus sévèrement l'homme. Le côté humain, c'est plutôt Amérique du Nord, côté ruminant, c'est plutôt l'Europe de l'Ouest. On a dit que c'était une maladie vectorisée. Quelques mots sur son vecteur. Son vecteur, c'est la tique commune ou la tique bovine commune, c'est Ixodes ricinus. C'est ce qu'on appelle une tique dure. Elle est de grande taille. Elle passe par plusieurs stades, l'œuf, la nymphe, l'adulte. Le cycle complet dure à peu près 1 à 4 ans selon les conditions climatiques et chaque année, une femelle est capable de pondre jusqu'à 4000 œufs. Le cycle est donc dit trixène puisque trois stades de la maladie sont décrits et à chaque stade correspond un hôte. Ce qui est important de savoir, c'est que chaque stade est hématophage, c'est-à-dire qu'il se nourrit de sang. Il se nourrit à la fois de sang et il est capable de transmettre des bactéries ou des virus. Parmi les bactéries, on a parlé de l'anaplasmose. Parmi les virus, il y a le virus de l'encéphalite attique chez l'homme. Et parmi les parasites, il y a un protozoaire bien connu dans les espèces de ruminants qui est le pyroplasme ou Babesia. Alors vous avez à droite différents stades de la tique et en dessous, vous avez le stade ultime, c'est-à-dire la femelle adulte gorgée d'1 à 2 millilitres de sang. Le vecteur est présent à peu près partout en France, sauf sur le littoral méditerranéen, sauf en altitude au-delà, semble-t-il, de 1000 à 1200 mètres. Comme l'anaplasmose, qu'il s'agisse d'anaplasmose bovine ou d'anaplasmose d'une autre espèce, est strictement liée à la morsure par une tique, vous en déduisez que les cas ne se rencontrent que dans les zones où il y a des ixodes, à basse altitude et avec une grosse prépondérance pour la région ouest, donc la Bretagne, les Pays de Loire, comme vous le voyez sur le schéma de gauche, et bien sûr la partie est de notre pays, c'est-à-dire l'Alsace et les Vosges. Le cycle complet, je ne vais pas vous le rappeler, donc le cycle complet, 2 à 4 ans, quelques milliers d'œufs. Au début, la larve et la nymphe mordent de préférence des petits animaux, tandis que l'adulte mord et récupère du sang chez des grands animaux, ce qui explique qu'au début, on est plutôt des petits rongeurs dans le cycle, et à la fin, on a les cervidés, les bovins et l'espèce humaine. Donc en résumé, le cycle de la tique influe directement sur la transmission de la bactérie et donc sur la maladie. À gauche, vous voyez que tout part d'une femelle gorgée qui pond des œufs. Ces œufs donnent naissance chacun à une larve. Cette larve a besoin de sang. Cette larve, en général, mord et aspire le sang d'une petite espèce de mammifère. Ici, on a mis un campagnol. Ce sang lui permet, une fois digéré, de muer et de se transformer en nymphe. La nymphe, pour passer au stade supérieur, doit, là encore, sucer le sang d'une espèce de mammifère de taille un peu plus grande, on a figuré un lapin, et au dernier stade, pour passer à l'adulte, pour passer à la femelle gorgée ou au mâle qui lui n'est pas hématophage, il faut mordre un gros mammifère. Le plus souvent, il s'agit d'un ruminant sauvage, un cerf, ça pourrait être un chevreuil, ou un ruminant domestique, j'ai figuré une vache, ça pourrait être un mouton. Au total, la tique est très peu regardante, c'est le schéma de droite, et vous pouvez avoir à chaque stade une infinité de petits mammifères, d'oiseaux ou de reptiles qui peuvent être mordus. L'essentiel à retenir, c'est que, en général, plus le stade est avancé, de l'œuf à l'adulte, plus la taille de l'hôte augmente. Au total, ce qu'on pense en Europe, c'est que le réservoir n'est pas identifié. En revanche, tout ce qu'on sait, c'est que les anaplasmes circulent chez les rongeurs, chez le hérisson, chez le sanglier, chez le cerf, chez le chevreuil, que en sorte, comme dégâts collatéraux, l'anaplasmose apparaît chez les ruminants domestiques, qu'il s'agisse du mouton ou de la vache, et qu'on ne connaît pas les déterminismes génétiques, les déterminismes épidémiologiques de la transmission des souches humaines qui ne semblent pas être les mêmes que les souches de bovins. Donc la question, c'est d'où viennent les souches de ruminants, d'où viennent les souches humaines. Alors on va s'intéresser un peu plus aux souches de ruminants. Il semble, suite à des travaux récents, qu'il y ait 3 types de cycles possibles pour Anaplasma phagohistophyllum chez le ruminant. Un cycle cerf-élaphe, ruminant domestique, bovin, ovin. Un cycle
consacré au chevreuil tout seul, toujours avec Ixodes ricinus, et peut-être un troisième cycle, notamment en Camargue, comme l'ont montré nos amis lyonnais, avec des tiques qui ne seraient pas Ixodes ricinus, mais qui semblent anecdotiques par rapport à l'immensité des cas dus à la transmission par Ixodes ricinus dans le reste de notre pays et en Europe. En conclusion, l'épidémiologie descriptive de la maladie, étant donné qu'elle est liée à la biologie de la tique, se déduit parfaitement. Grosso modo, les tiques ont un maximum d'activité en fin du printemps, début d'été et au début d'automne. En fin du printemps, début d'été, c'est plutôt les larves et les nymphes. Au début d'automne, c'est plutôt les adultes. La tique mord, elle fabrique un sément pour fixer son rostre dans la peau et commence à inoculer Anaplasma phagocytophilum un jour et demi, 30-36 heures et demie après la morsure. L'incubation est relativement courte, moins d'une demi-semaine, et la maladie, sensu stricto, apparaît au début d'été et au début d'automne. Chez le bovin, tous les stades sont sensibles à l'infection, mais il est admis que le bovin de la première année de vie est infecté mais ne déclare pas la maladie, au contraire du jeune adulte qui est la cible entre 2 et 5 ans, préférentielle de cette maladie. Sur ce schéma, on peut voir, corrélé à la biologie de la tique, comment répond un bovin en termes sérologiques. Vous voyez sur la partie gauche du schéma les inoculations, les morsures par une tique au printemps. Elles déclenchent une réaction sérologique positive relativement forte chez certains animaux, qui se négative quasiment dans les 3 à 4 mois, ce qui fait que l'animal peut être de nouveau sensible à l'infection en fin d'été, début d'automne. Il faut retenir de tout ça que la biologie de la tique influe sur la transmission de la bactérie et donc l'apparition de la maladie, et la réponse de l'animal est extrêmement labile dans le temps, c'est-à-dire que la protection sérologique semble durer moins d'une demi-année, voire moins de 4 mois. Parlons maintenant clinique. Les signes cliniques sont relativement peu spécifiques. Il faut retenir d'abord la fièvre. Souvenez-vous du nom anglais, c'est la fièvre apportée par les tiques, véhiculée par les tiques. Alors il y a de la fièvre au pâturage, ce qui est relativement peu fréquent par rapport aux maladies qui se déroulent quand le bovin est rentré en l'étable. Donc il y a de la fièvre souvent élevée, avec une apparence contagieuse. Alors pourquoi contagieuse alors que je vous ai dit depuis le début que la maladie n'est pas contagieuse? C'est contagieux parce que plusieurs tiques mordent au même moment plusieurs animaux du même troupeau sur une même pâture. Donc vous avez une apparence contagieuse légèrement décalée dans le temps selon la réponse et le statut immunitaire de l'animal sur quelques jours à 2-3 semaines, donc en début d'été, début d'automne. Ensuite, signe caractéristique bien décrit chez la femelle laitière, il y a une chute de la production laitière, due non pas au rôle direct de la bactérie, mais dû au fait qu'à 40 degrés, le bovin réduit considérablement sa production laitière. Signe caractéristique qui avait alerté nos amis bretons dès la description de la maladie, il y a un œdème des boulets, d'où le nom trivial dans nos campagnes de maladie des gros pâturons donné à cette maladie. Caractéristique importante aussi, Anaplasma phagocytophilum chez les bovins peut être responsable d'une toux. Alors il existe peu de causes de toux chez les bovins en pâturage. La dictiocolose, maladie parasitaire, en est une. Anaplasma phagocytophilum en est une autre. Si la maladie persiste, si elle passe en stade subaigu, voire chronique, l'animal maigrit et est capable de maigrir de plusieurs dizaines de kilos sur une saison de pâture. C'est un signe qui peut faire confondre la maladie avec d'autres affections. Elles sont nombreuses amaigrissantes chez les bovins. Caractéristique importante qui avait été suspectée par les Suisses et qui a été confirmée par Oniris et nos confrères de l'école vétérinaire de Nantes, il peut y avoir une participation d'Anaplasma phagocytophilum aux avortements des bovins. Et il semble qu'on retrouve par amplification génomique, donc PCR, dans 6% des cas, Anaplasma phagocytophilum lorsqu'il y a un avortement bovin, et ce, quel que soit le stade de cet avortement, qu'il soit précoce ou tardif. Enfin, si on s'amuse à faire une prise de sang, et on va le voir sur les écrans suivants, il y a une diminution du nombre de globules blancs et de plaquettes, donc leucopénie, thrombocytopénie. De tout ceci se déduisent les possibilités de diagnostic. Le plus simple, c'est de colorer, soit avec un kit rapide type DIF Quick, soit avec une coloration dite MGG pour May Grunwald Gimsa, un étalement sanguin, vulgairement appelé frottis, et on voit ce que je vous ai montré au tout début, c'est-à-dire dans les polynucléaires neutrophiles ou granulocytes, on voit des inclusions appelées morula ou pseudomorula. L'inconvénient de ce test, c'est qu'il a une sensibilité extrêmement variable qui dépend beaucoup de l'opérateur et la fenêtre de positivité du sang est relativement réduite par rapport à la durée de la maladie et la durée de la phase d'incubation.
En sérologie, de nombreux kits existent en espèces humaines, notamment en Amérique du Nord. Le plus souvent en Europe, on a des kits qu'on appelle homemade selon les laboratoires, c'est-à-dire que chacun fait son kit ELISA ou son immunofluorescence indirecte, encore appelée IFI. L'immunofluorescence indirecte est intéressante car la sensibilité dépasse 90%, 95% à peu près, et on l'a vu, la séropositivité dure environ 3 à 4 mois, alors que la fenêtre d'examen direct avec une coloration type MGG est de l'ordre d'une petite semaine. Certains ont développé d'autres méthodes type Western blot, mais dans les temps modernes, depuis 10 ans, s'est développé les méthodes d'amplification génomique, donc de PCR, soit sur animal vivant à l'issue avec une prise de sang sur EDTA, soit sur animal mort quand on prélève la rate. On fait une PCR et on a une sensibilité très élevée de 90% et plus et une spécificité d'à peu près 100%. Donc c'est l'outil de choix, d'autant qu'avec la PCR, par rapport à l'examen direct sur étalement sanguin, on a 15, 17, voire 3 semaines de positivité détectable, donc on ouvre la fenêtre de positivité. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que l'étalement sanguin, c'est simple, mais il y a une période de positivité réduite et très opérateur dépendante. Ce qu'il faut retenir, c'est que la sérologie ouvre de 3 à 4 mois la période de positivité, mais que si on veut un diagnostic direct, donc les méthodes modernes, c'est l'amplification génomique avec 15, 17, 20 jours de positivité possible. Non en routine, mais des fois dans les laboratoires de bactériologie ou de recherche spécialisée, il existe aussi des possibilités de culture sur lesquelles je ne m'étendrai pas. On a vu que la maladie était transmise par éthique, on a vu la symptomatologie et les possibilités de diagnostic. Quelles sont les possibilités de traitement? Grosso modo, le traitement, c'est absolument par voie générale et absolument avec l'emploi d'antibiotiques de la famille des cyclines ou des tétracyclines. Dans les espèces qui avalent des comprimés pour simplifier, comme le chien, ce sera la doxycycline, mais pour revenir à nos ruminants, c'est souvent l'oxytétracycline sous forme injectable. Une durée assez longue, une petite semaine à une semaine de traitement, et il faut garder en tête qu'il peut y avoir des rechutes possibles, on l'a vu, puisque l'immunité conférée par une infection, une primo-infection, est de l'ordre de 3 à 4 mois. La prévention, la lutte contre les tiques est souvent illusoire. Souvent, on entend parler d'une double clôture électrifiée, 5 mètres en dedans de l'ancienne clôture, mais il ne faut pas oublier que les tiques peuvent être apportées par des petits mammifères ou des oiseaux à l'intérieur de cette seconde clôture. La destruction chimique, brûler les fourrés, ce n'est pas très recommandé et c'est très peu efficace. Il n'existe pas de vaccin spécifique, donc la prévention est quand même assez limitée. On a remarqué quand même que quand on garde le couple merveau au pâturage la première année de vie, les animaux qui ont été jeunes soumis à ce régime sont moins soumis à un aplasma phagocytophilum et aux conséquences dans leur vie d'adulte. En conclusion, anaplasma phagocytophilum, l'agent de l'ehrlichiose bovine, l'agent de l'anaplasmose granulocytaire bovine, est une bactérie qui circule beaucoup dans le monde animal, mammifère ou non, et qui circule particulièrement chez les ruminants, qu'il s'agisse de ruminants sauvages, chevreuil, cérélaphe, ou de ruminants domestiques, le mouton et le bovin. C'est une bactérie qui ne se transmet que par morsure de tique, et sauf exception apparemment rarissime, elle ne se transmet que par la morsure d'une tique particulière, la tique dure des bovins, Ixodes ricinus. Il y a une extrême variabilité génomique de cette maladie qui fait qu'il y a de nombreux points qui ne sont toujours pas résolus, à savoir quelles sont les souches zoonotiques, donc qui passent à l'homme, quelles sont les souches spécialisées ruminants, y a-t-il des souches qui sont spécialisées chien ou cheval par exemple? Ça semble être le cas, mais ce n'est pas forcément élucidé, de même que les réservoirs de ces bactéries. La maladie qu'elle provoque est extrêmement variable en gravité. Retenez l'hyperthermie, retenez la saisonnalité, c'est souvent des animaux au pâturage pour ce qui est des ruminants. Retenez aussi la possibilité d'induire ou de participer à des avortements bovins. Le réservoir est mal défini en Europe, donc il y a peu d'actions possibles d'un point de vue épidémiologique sur le réservoir. Ce qu'il faut retenir aussi, c'est que s'il s'agit de zoonoses, même si les souches bovines ne sont pas impliquées, il y a peu de cas décrits en Europe et paradoxalement, apparemment beaucoup de cas aux États-Unis, dont la plupart entraînent des hospitalisations, ce qui n'est pas le cas en Europe. Et en Europe, la maladie est donc strictement inféodée à Ixodes ricinus, avec des génotypes
relativement bénin entre guillemets pour l'homme, et en tout cas les génotypes qu'on trouve en Europe chez les bovins ne semblent pas être ceux qui provoquent la maladie chez l'homme en Europe. Je vous remercie de votre attention.